XL aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai envie de l'appeler. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir à toi Nanaïcha et bonsoir à tous les téléspectateurs de la Sen TV. Un grand événement demain à Dakar, parce que c'est qu'on attend tous. La Oumma islamique, parce que ce n'est pas seulement la communauté mouride qui va célébrer justement l'ouverture de la mosquée de Massalikul Jinan, mais c'est toute la Oumma islamique du Sénégal, mais également des musulmans qui viendront un peu partout de l'Afrique de l'Ouest, en Europe, etc. Parce que c'est un événement majeur qui symbolise la commune volonté, encore une fois, de vivre ensemble, parce que nous avons vu au-delà du palais des personnalités politiques, mais également le palais des personnalités religieuses. L'église, hier, était chez le Khalif général. Monseigneur Benjamin. Effectivement, et aujourd'hui, nous avons vu également que le porte-parole de la famille de Tivaouane était également sur les lieux. Un symbole fort, en tout cas, qui démontre que le Sénégal peut aller de l'avant et continuer d'aller de l'avant. Et tout ça sera en direct sur Sen TV avec des plateaux spéciaux, des plateaux où il y aura aussi des directs, des reportages, tout ça, ça sera en direct sur Sen TV. À ne pas manquer sur Sen TV parce qu'il y aura des plateaux en tout cas qui vont retracer la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, mais également de l'ensemble des khalifes jusqu'à Serigne Mountakha, qui aujourd'hui est le symbole fort justement du travail accompli par Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, pour démontrer encore une fois qu'au Sénégal nous avons une richesse, j'allais dire des richesses, et les confréries restent et demeurent des institutions de régulation sociale. Alors voilà, donc ce soir, par contre, Abdoulaye, nous parlons du bateau le Joola, un souvenir qu'on n'arrive pas à effacer malheureusement avec le temps. Alors nous sommes avec Khalifa Babacar Diagne, psychologue. Vous allez bien, monsieur Diagne? Je vais bien, madame, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau. J'en profite également pour saluer M. Mbao, avec qui je vais co-animer la séance. C'est un plaisir pour moi de répondre à votre émission et je voudrais m'inscrire dans la même dynamique que M. Mbao pour saluer cette belle infrastructure qui a été construite. Mais apparemment, vous avez un petit souci avec le micro, Abdoulaye. Oui, effectivement, c'est un plaisir de recevoir M. Diagne, que je connais, que nous connaissons. Maintenant, il faut dire que les 17 ans, justement, du naufrage du bateau le Joola reste encore une fois un sombre souvenir, parce qu'il ne faut pas oublier que cela était l'un des plus graves accidents maritimes, avec pratiquement 2000 personnes qui ont perdu la vie. Est-ce que nous avons appris justement de cette tragédie? C'est la question que l'on se pose au vu justement de la recrudescence des accidents de la route, les nombres morts que l'on décompte. C'est un bilan assez macabre, avec des blessés et des blessés graves qui subissent un traumatisme et qui le vivent chaque jour. Des familles en tout cas se sont disloquées. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi à cause de cela, et qui ont perdu la mobilité justement de leur mouvement. Et tout cela justement nous pousse à dire et à nous demander si effectivement les Sénégalais ont appris justement de ces erreurs qui ont véritablement peint en noir notre histoire. Alors oui, nous allons en parler, essayer de voir un peu si justement nous avons appris de nos erreurs. En tout cas, 1863 disparus et 65 rescapés. Voilà ce qu'a coûté le naufrage du bateau le Joola, l'une des plus grandes catastrophes, comme l'a dit Abdoulaye Mbou tout à l'heure, maritime au monde, survenue le 26 septembre 2002 au large des côtes gambiennes. Aujourd'hui, chez les familles des victimes, replongent bien sûr dans leur deuil éternel. 17 ans après le naufrage du Joola, le mal est toujours aussi profond. Oui, le mal est toujours si profond parce que tout simplement, il y a des étapes importantes qui ont été sautées. Jusqu'à présent, vous avez entendu qu'il y a certaines familles qui continuent de réclamer que le bateau soit sorti de l'eau, le renflouement du bateau, parce que cela leur permet justement de faire le deuil. Parce que chez certains individus, quand il y a mort d'homme, tant qu'ils n'ont pas vu les sépultures, ils vont continuer à penser que l'être humain est encore vivant et encore à ses côtés un peu partout. Ce qui fait que jusqu'à présent, ces gens-là n'ont pas encore fait le deuil et cela pose un problème. Et cela pose problème, mais il y a beaucoup d'autres domaines où on peut indexer du doigt la question du bateau le Joola. Nous avons tous constaté qu'il n'y a pas eu une bonne gestion de cette question
en termes de prise en charge et d'accompagnement des rescapés, des familles des victimes, mais aussi en termes de pédagogie par rapport à l'avenir pour notre pays. Parce que beaucoup de pays qui ont eu à subir des catastrophes sont sortis avec un traumatisme qu'ils ont transformé à un choc transformationnel qui leur a permis de décoller. Je parle en pensant au cas du Rwanda qui, après leur génocide, ont eu à décoller et à faire une prise de conscience qui leur permet d'être au niveau où ils sont présentement. Alors oui, justement, il y a eu le Rwanda, il y a eu encore le Japon qui, après ce choc, se sont soulevés. Mais justement, est-ce que ce drame a servi aujourd'hui de prétexte pour une gestion particulière des transports en commun? Non, ça n'a pas, de mon point de vue, servi de prétexte. Parce que quelle est la leçon qui a été tirée après le naufrage du bateau Le Joola? Pratiquement, nos transports en commun, on les fait comme on les faisait avant cet accident. Il n'y a pas eu véritablement une réforme en termes de comportement, en termes également de prise de responsabilité par rapport à nos autorités publiques. Parce que les gens n'ont pas véritablement posé le débat. Ils ont cherché à l'époque à gérer la tension, au lieu d'en tirer les leçons et les conséquences. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pratiquement, l'anniversaire du bateau Le Joola est passé presque inaperçu. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à cette date du 26 septembre, il doit y avoir un moment, une heure où tout doit s'arrêter. Pour que les jeunes puissent s'interroger, pour que ceux qui vivent au Sénégal puissent s'interroger et se demander qu'est-ce qui est à l'origine de cette interruption des activités. Et là, tout le monde pourra donner les explications qu'il faut. Au niveau également des programmes scolaires, je pense que c'est l'heure ou c'est l'occasion pour le professeur Iba Der Thiam, qui est en train avec son équipe de rédiger l'histoire du Sénégal, de réserver une bonne partie de leur ouvrage ou de leur ouvrage l'heure avec X à cette catastrophe qui est la plus grande catastrophe maritime de l'histoire de l'humanité. Alors Abdoulaye, oui, il y a même qui demande que ça soit un jour férié justement pour conforter ce que M. Diagne vient de dire. Effectivement, et je partage véritablement la position dégagée par M. Diagne, parce qu'il est important et opportun que nous apprenions justement de nos erreurs du passé. Il a fait cas du Rwanda, vous lui avez également rappelé le cas du Japon, mais on peut véritablement aller plus loin, parce que les peuples qui sont sortis plus forts des épreuves les plus dures qu'ils ont traversées, l'Allemagne a été bombardée en 1945, réduite en poussière. Aujourd'hui, l'Allemagne fait partie des 8 pays les plus développés au monde. Quand on voit aujourd'hui la Chine, qui a traversé justement des moments sombres avec la guerre civile, jusqu'à l'arrivée de Mao au pouvoir, aujourd'hui la Chine fait partie des 8 pays les plus puissants dans le monde. Et quand on regarde d'autres pays qui sont en Afrique ou ailleurs dans le monde, on se dit qu'effectivement ces peuples-là ont appris de leurs erreurs. Mais au Sénégal, après ce naufrage, l'on pensait que l'homme sénégalensis allait changer de comportement, allait changer de ligne directionnelle par rapport justement à l'approche qu'il doit avoir de l'œuvre publique, de l'œuvre économique, sociale, etc., par rapport justement à son environnement immédiat. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On se souvient qu'il y a eu un apprenti qui avait été tué par le train au niveau de Yara. Il y a eu un arrêté ministériel qui avait été sorti interdisant aux apprentis de se mettre sur le marchepied. Mais cela a été justement un effet de paille, parce que tout simplement, une semaine après, les gens ont commencé à contester, mais l'autorité a préféré baisser les bras. Je me dis qu'il faut s'armer de bâtons, qu'il faut savoir sanctionner, et pour que le Sénégalais puisse changer. Et d'habitude, j'avais l'habitude de taquiner les psychologues, les psychiatres, les sociologues, etc., toute cette famille-là, pour leur dire qu'ils ont du travail à faire. Absolument. Le travail à faire, c'est de déceler, pour voir quelle est la maladie justement qui frappe depuis fort longtemps l'homo sénégalensis. Du point de vue comportemental, parce qu'en réalité, on se dit pourquoi dans ce pays il y a autant d'indiscipline. Quand on voit aujourd'hui des bus qui sont caillassés,
qui sont incendiés, quand on voit des bus qui sont remplis, où des femmes enceintes justement sont dans ce bloc, où des enfants sont coincés entre de grandes personnes, on se dit, mais est-ce que réellement le Sénégal veut aller de l'avant ou le Sénégal veut stagner en mettant en exergue justement cette indiscipline ambiante qui embrase le pays? Parce qu'en réalité, quand on voit le nombre de morts, mais on se pose des questions. Ailleurs, il y a certes des morts, mais je me dis que le Sénégal peut faire mieux pour réduire drastiquement justement ces catastrophes, ces séries de catastrophes, mais il faudra que l'autorité sévisse. En tout cas, il convient de le regretter ou bien même de le déplorer, qu'aucune leçon quand même n'a été tirée de ce drame. Pourtant, au lendemain de cette catastrophe, le président Abdoulaye Wade avait demandé qu'on fasse une introspection justement pour que de pareils cas ne se reproduisent. Mais malheureusement, rien n'a été fait. Il faut juste se promener aux arrêts des bus et voir un peu que c'est toujours pareil. Oui, c'est toujours pareil. Combien de cas encore se sont reproduits comme ça? Pas avec certainement la même ampleur, mais quand même, il y a une semaine, nous avons vécu l'histoire de l'île au serpent. Moi, quand j'ai lu cette histoire-là, et que je me suis rendu compte qu'il y a un enfant de 2 ans qui a été embarqué, je me suis posé des questions par rapport au comportement des Sénégalais. Encore une fois, la maman qui a eu à porter son enfant, ceux qui ont laissé embarquer la maman avec l'enfant, je me suis posé des questions. Comment peut-on laisser embarquer un enfant de 2 ans? Avant ça, nous avons vu l'histoire de Betenti, etc. Donc, nous n'avons tiré aucune leçon. Parce que, comme je vous l'ai dit, en son temps, les gens cherchaient à gérer une crise et à apaiser la tension, sans pour autant tirer les leçons. J'ai beaucoup aimé les développements de Mouchembo, qui a rappelé beaucoup de cas dans l'histoire de l'humanité. On peut même ajouter les États-Unis qui, après la guerre de sécession, ont véritablement décollé. Donc, ces catastrophes, parfois, ça peut nous tomber dessus, mais ça doit servir à quelque chose pour l'avenir. Ça doit servir à s'asseoir et à revoir les comportements. J'ai beaucoup aimé également le fait qu'il ait voulu fouetter l'orgueil des psychologues, des psychiatres et des sociologues, parce que, actuellement, je le dis souvent, le Sénégal a moins besoin d'ingénieurs en génie civil, génie électrique, etc. pour construire les infrastructures. Parce que construire des infrastructures ne constitue plus un mythe pour nous, Sénégalais. Vous avez vu les autoroutes à péage, vous avez vu la mosquée Massalikul Jinan. Nous avons ce qu'il faut pour construire les plus belles édifices au monde. Maintenant,